déclarons ouverte donc cette 3e conférence régionale pour l'emploi et la formation. Rappelez-vous, la première était à Poitiers, la seconde à Châtillon-Plage et la 3e donc se trouve dans ce département des Deux-Sèvres. Et je vais maintenant proposer à Monsieur le maire d'ouvrir officiellement cette journée. J'appelle au pupitre Jean-Michel Bernier, maire de Bressuire, premier vice-président de la communauté d'agglo du Bocage Bressuirais. Merci, monsieur le maire. Merci et bonjour à tous. Messieurs les présidents, les élus, mesdames, messieurs, bienvenue donc à Bressuire, ville de 20 000 habitants à peu près, capitale du Bocage selon certains, capitale du Nord de Sèvres selon d'autres, ville un petit peu enviée. C'est vrai que depuis une dizaine, quinzaine d'années, elle connaît un fort développement. On le doit beaucoup, nous, à un tissu d'industriels et un tissu associatif extrêmement fort qui apporte la solidarité. La communauté d'agglomération qui a donc été créée par monsieur le préfet, qui va prendre effet au 1er janvier, c'est le regroupement de 4 communautés de communes, c'est l'absorption de 2 syndicats, dont le syndicat de pays, et qui avait été l'initiative de 2 grandes réalisations. C'est la Maison de l'Emploi, qui était un exemple un petit peu en France, et puis de Bocapôle, justement, où nous sommes aujourd'hui. Et on se retrouve dans un système très curieux de communautés d'agglomération rurale, puisqu'il y a 44 communes. Dans la Grande Diagonale, il y a à peu près 60 km, c'est assez énorme, et nous nous sommes dotés d'énormément de compétences, et nous nous attachons effectivement, et ça va être l'objet des discussions de tout à l'heure, à péréquer un peu nos savoir-faire, nos personnels, pour qu'il n'y ait pas de doublons. En tout état de cause, je vous souhaite à vous tous une bonne matinée à Bressuire et extrêmement profitable pour vous et tout ce que vous représentez. Merci. Merci. Alors, avant même la publication de la loi de 2007 relative à la fonction publique territoriale, et donc qui a institué la conférence régionale pour l'emploi, nos 4 centres de gestion, donc des 4 départements du Poitou-Charentes, et le CNFPT collaboraient déjà étroitement pour observer les évolutions de l'emploi public territorial et la gestion des ressources humaines des collectivités locales. Et cela, bien entendu, afin de faire face à l'évolution de leurs compétences et aux défis démographiques. Alors, il faut rappeler que la loi que j'évoquais à l'instant, de 2007, indique le centre de gestion coordonnateur réunit une fois par an une conférence associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet d'assurer une coordination de l'exercice par eux de leur mission en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement. Voilà. De fait, les centres de gestion et le CNFPT collaborent chaque jour au travers de multiples partenariats. Je n'en citerai que quelques-uns: le contrat d'objectifs territorialisé, l'observation partagée des métiers de l'emploi et des compétences, la formation en alternance des secrétaires de mairie et des ouvriers polyvalents plus récemment, l'organisation conjointe du dispositif de formation des assistants de prévention, et j'en passe. Excellente matinée à tous et merci encore de votre présence. Merci. C'est une manifestation emblématique. Elle prouve une fois encore l'exceptionnelle qualité, ça a déjà été dit, des relations entre le CNFPT et les centres de gestion. Je crois que c'est très très important. On ne peut plus être d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, on est là pour travailler tous ensemble. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons tantôt dans une offre de services commune, mais toujours complémentaire à destination des employeurs et des agents territoriaux. Travail d'équipe, employeurs, agents territoriaux. Ce temps de rencontre, d'échange est d'autant plus important que les défis à relever en matière d'emploi public sont nombreux. La fonction publique territoriale doit préparer son avenir. Les collectivités territoriales ont de grands défis à relever.
Cette conférence régionale pour l'emploi et la formation permet de sensibiliser l'ensemble des acteurs régionaux pour faire le point sur la situation de l'emploi et pour coordonner les initiatives et les projets. Cette manifestation a été conçue dans cet esprit en s'inspirant des valeurs du service public local. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Il me revient de faire la première conférence et donc de poser le décor sur la fonction publique territoriale. Sur cette première diapositive, donc 2009-2010, que voyons-nous? Nous voyons la fonction publique territoriale avec, avec les contrats aidés et hors contrats aidés, donc 1 800 000, en gros 1,9 million, on va dire, de fonctionnaires territoriaux, avec une légère progression, c'est donc la deuxième ligne, une légère progression de la fonction publique territoriale. 75% des fonctionnaires territoriaux sont des titulaires et 30% d'entre eux sont des catégories A, et les catégories C sont au nombre de 77% de catégorie C et 8% plutôt de catégorie A, et une fonction publique territoriale qui, nationalement, est une fonction publique territoriale majoritairement de catégorie C et majoritairement féminisée. On voit bien que la fonction publique territoriale est une fonction publique vieillissante, puisque si vous prenez la ligne 59 ans, vous voyez que la majorité de nos collègues, enfin nous avons entre 44 et 59 ans. Donc une fonction publique féminisée, mais aussi une fonction publique vieillissante. Où sont les agents territoriaux? Majoritairement, les agents territoriaux, ils sont dans les collectivités de 350 et plus, puisque 60% des effectifs sont dans les collectivités établissements publics de 350 agents et plus. Donc 55 000 fonctionnaires territoriaux en Poitou-Charentes. Les titulaires en Poitou-Charentes sont 78%. Hormis la Corse, c'est la première région où il y a le plus de catégorie C au niveau national, stat de 2011. Là, c'est la courbe des recrutements au niveau local, avec aussi cette accalmie, on va dire, de recrutement à partir de 2008 jusqu'en 2011. 60% des catégories A sont des femmes, et on voit qu'on est à peu près sur un taux entre 60 et 62%, qui est très très équilibré par catégorie de fonctionnaires. 1500 postes à pourvoir, majoritairement à 50% des postes d'encadrement ou des postes d'application. 3 postes sur 5 sont des postes soit de la filière administrative et de la filière technique, et 1 poste sur 4, c'est une création d'emplois. Ça, ce sont les chiffres qui sont publiés par les collectivités locales de la région Poitou-Charentes, mais il y a un autre versant qui est celui des demandeurs d'emploi. Et sur l'année 2012, au niveau du site emploi territorial, nous avons enregistré 2000 demandes d'emploi en 2012. Un demandeur sur 10 est fonctionnaire territorial, et 6 sur 10 sont des demandeurs d'emploi qui accepteraient de faire des missions temporaires. J'en ai terminé. Alors que le principe reste celui de la fonction publique constituée de fonctionnaires de carrière et que le recours aux non-titulaires devrait être une exception, on observe que le volant des non-titulaires demeure et se reconstitue. Alors la récurrence du phénomène interpelle. Elle met aussi en évidence un manque de lisibilité des critères retenus pour sélectionner ces agents contractuels, une vérification insuffisante de leur capacité de compétence, et à l'inverse, on constate aussi une tendance à recruter les agents surqualifiés sur des postes proposés.
Alors la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si les concours que nous organisons aujourd'hui correspondent bien aux attentes de nos élus, et si d'autre part, ces deux dispositifs, titulaires et non titulaires, qui cohabitent finalement de façon complémentaire, ne devraient pas être, je dirais, stabilisés. L'évolution démographique est un facteur important à prendre en compte. On l'a bien vu, la pyramide des âges va être de plus en plus élevée. Ce n'est un secret pour personne, nous allons travailler beaucoup plus tard. Nos carrières qui se faisaient en 25 ans vont se faire à 35 ans, voire à 40 ans. Mais malgré tout, il va y avoir des départs à la retraite, des baby-boomers, qui pourraient créer un appel d'air statutaire. C'est ainsi que plus de 500 000 fonctionnaires vont quitter leur poste dans les 3 ans à venir. C'est un agent sur 2 au niveau national d'ici 25 ans, et c'est 1 sur 3 à l'horizon 2020 dans notre région Poitou-Charentes. Mais à certains moments, nous allons assister aussi à des pics de retraite, de départ à la retraite, qui sont imprévisibles. Alors toutes ces questions, bien sûr, impactent à plus ou moins long terme la gestion des ressources humaines, mais aussi les caisses de retraite. Parce que le fait de recruter des agents non titulaires, demain, prive la CNRACL ou privera la CNRACL de cotisation. C'est une réflexion aussi qu'il faut avoir. Mais il est quand même à signaler, ce qui est encourageant, c'est que les collectivités locales interrogées déclarent vouloir remplacer le départ à la retraite. Alors au-delà de ce constat, les dépenses de personnel, on en entend parler régulièrement, elles sont importantes. La masse salariale des personnels des collectivités locales avoisine les 55 milliards d'euros. Et avec la rigueur budgétaire, les collectivités restent prudentes. La tendance n'est plus au recrutement massif. La fonction publique territoriale, néanmoins, est la seule, à mon avis, qui, dans les années à venir, vont continuer, pour l'essentiel, à opérer les recrutements. Et puis, il y a les inégalités des territoires. Et structurellement, entre les collectivités, les petites et les grandes collectivités, qui vont brouiller un peu la vision et l'analyse dans ce type de recrutement. Dans ce contexte, comment vont s'opérer les recrutements? Alors, est-ce qu'on peut parler de concurrence? Le concours n'est aujourd'hui plus l'unique point d'entrée à ce jour. Plusieurs dispositifs ont été mis en place permettant l'intégration directe des agents ou bien le recrutement par contrat. Ce que recherchent aujourd'hui les collectivités, quand on les interroge, ce sont les compétences. 64% des RH interrogés déclarent que le concours n'est pas déterminant lors des recrutements et les bilans sociaux confirment ce que l'on a vu dans les statistiques, l'augmentation des agents non titulaires dans nos collectivités. Et puis, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, et notamment pour des postes précis où il est nécessaire d'apporter une plus-value managériale ou technique. Alors, la question que l'on peut se poser quand on aborde la problématique du recrutement, est-ce qu'on recrute pour occuper un grade et exercer plusieurs emplois, ou bien pour exercer un emploi? Et les réponses à ces questions, évidemment, entraînent des formations, des préparations sans doute au concours différentes. Mais qui dit concours, dit épreuve, et se pose à la question de leur nature, qui est encore trop peut-être axée sur le savoir et peut-être pas assez sur le savoir-faire et le savoir-être, les motivations et le projet professionnel. Dans ce contexte, un grand nombre d'agents sont recrutés hors concours. Une des grandes questions de demain, c'est de savoir pourquoi, quels que soient les plans de titularisation, on n'arrête pas d'augmenter le nombre de non-titulaires. Pourquoi ces non-titulaires qui, au départ, étaient censés occuper des missions qu'on ne trouve pas chez les fonctionnaires, occupent aujourd'hui les missions des fonctionnaires? Si on doit voir des non-titulaires dans la fonction publique territoriale, peut-être est-il temps de se préoccuper de leur mode d'entrée. Voilà quelques pistes de réflexion qui nourriront l'atelier tout à l'heure sur la diversité des recrutements dans la fonction publique territoriale. Alors où en sommes-nous aujourd'hui de cet acte 3 de la décentralisation? Ce qui est intéressant de relever finalement dans la loi de ce matin, modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles, eh bien c'est que la commission des lois de l'Assemblée nationale a détricoté de nouveau le texte qui avait été lui-même détricoté par le Sénat
Et on a jugé utile de réintroduire dans le texte la mention des compétences respectives des départements et des régions. Le cœur de métier de ces deux échelons territoriaux reste le même et sera gravé dans le marbre de la loi. Alors par ailleurs, les députés, et ça c'est un aspect important pour vous, ont complètement revu les modalités de création et de fonctionnement des pôles ruraux d'aménagement et de coopération, les PRAC. Mais que voit-on également dans cet ajout? Toute création de structure a un impact sur les personnes qui gèrent, sur les personnels. L'article 45 du projet de loi discuté ce matin prévoit une mutualisation des personnels et la création possible donc de services unifiés entre le pôle territorial d'équilibre et puis les intercommunalités qui le composent. Alors quand on regarde l'actuel projet de loi, celui de ce matin, hein, je ne parle pas des autres puisqu'ils seront déformés par les discussions parlementaires, alors on s'aperçoit tout de même qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont faites pour rassurer les personnels. D'abord, il y a cette volonté de préserver le régime indemnitaire et les avantages sociaux dans le cadre des mutualisations qui seront programmées. Vous le savez, les agents conserveront, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire. Alors, il y a des dispositions qui rassurent. Bon, je n'ai pas le temps de les mentionner dans le détail, mais c'est essentiellement le nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire l'argent, le régime indemnitaire et les avantages. Et en même temps, la nécessité de rappeler aux fonctionnaires, ce n'est pas parce qu'il y a un éventuel changement d'employeur que la situation statutaire change. Par contre, c'est vrai que la conception de l'emploi public peut changer parce qu'on mutualise un certain nombre de services. Il ne faut pas que cela s'effectue, en revanche, au détriment des compétences. Il faut éviter, quand il y a une mutualisation, qu'on ait une dispersion des compétences. Et puis, on veut essayer quand même, on le voit bien dans le projet de loi, d'éviter que les agents perdent le lien affectif, alors notamment avec la commune. Encore une fois, en disant cela, je ne sous-estime pas le rôle essentiel des départements et des régions. Mais bon, la commune, c'est... j'allais dire, l'ancêtre des paroisses, c'est le lien territorial très fort. Et il y a un rapport parfois affectif hein, du fonctionnaire avec ce territoire-là. Donc il y a une volonté, on le voit bien, de dire ce n'est pas parce que vous allez vers le haut dans la structure intercommunale que vous n'avez plus de lien avec le bas. Et on le verra d'ailleurs, hein, la mutualisation ascendante risque de disparaître parce qu'on veut préserver ce lien avec la base communale. L'intercommunalité est peut-être en train de devenir ce que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur est devenu dans la fonction publique d'État, une fonction publique à l'intérieur de la fonction publique. Parce que le rapport quantitatif devient assez important. On a dépassé le seuil des 10% des personnels dans l'intercommunalité. Personnel, j'allais dire, quand on regarde hein, le nombre global de fonctionnaires territoriaux. Et cette intercommunalité, elle est vraiment passée de la préhistoire à des structures complexes, assez sophistiquées, en assez peu de temps finalement. Et quand on regarde le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une volonté de rationaliser l'intercommunalité, de rationaliser en même temps la gestion des personnels, de prévoir la possibilité de retour des fonctionnaires et agents non titulaires dans la commune, après accord éventuellement ou en cas de désaccord, par arrêté du représentant de l'État. Donc la Gazette des communes a titré, je trouvais ça intéressant, « Mutualisation ascendante, tout le monde descend ». Bon, c'est vrai qu'il y a cette volonté, même si l'intercommunalité se développe, de ne pas créer tout de même dans le texte une fonction publique à l'intérieur de la fonction publique. L'originalité de cette version 3, c'est l'introduction d'une notion supplémentaire qui était absente des deux précédentes versions, qui sont les compétences transverses. On n'est pas sur une juxtaposition de métiers qui s'ignoreraient les uns les autres, mais je vais essayer effectivement d'être aussi fidèle que possible tout en étant synthétique pour restituer en fait à la fois les interventions et les échanges qu'il y a eu lors de cet atelier et vous dire en quelques mots en fait pourquoi on a travaillé sur l'évolution du répertoire, comment, quelles sont ces évolutions et finalement à quoi ça sert et à qui ça sert. Donc un rappel pour dire qu'en fait le répertoire existe déjà depuis le 2005, on est à
troisième version, on l'a actualisé tous les 4 ans. En fait, c'est un outil qui a un cadre de référence. Et ce n'est pas neutre qu'il soit élaboré par un établissement paritaire, c'est-à-dire dont le conseil d'administration est représenté à la fois par des élus, donc représentants des collectivités et des élus représentants du personnel, ce qui lui donne toute sa légitimité, parce que c'est un outil en fait qui va être très structurant pour la gestion des ressources humaines, dans lequel bien sûr le dialogue social est important et qui allie à la fois des dimensions donc, de métier, mais aussi doit être compatible avec la gestion de carrière de statut. Alors, les nouveautés en fait, de ce répertoire, c'est l'identification des compétences transverses. C'est-à-dire que dans un métier, on peut avoir des activités, des compétences qui sont spécifiques au cœur de métier, qui demandent une certaine technicité. Et puis, on peut avoir des compétences transverses en fait, qui sont en quelque sorte des compétences qui sont liées à l'organisation de la collectivité et puis à des responsabilités partagées. Typiquement, l'organisation, la gestion, donc tout ce qui est conduite de projet, l'organisation, la gestion administrative, budgétaire, RH, tout ça sont des compétences transverses. Ça a été identifié dans ces métiers. Il y a également un autre travail qui a été fait, c'était de mieux identifier les correspondances avec le répertoire de la fonction publique hospitalière et de faire un lien également avec le RIM et le ROM. C'est en fait que ce soit les compétences transverses ou l'identification ou la correspondance avec les autres répertoires permet en fait d'avoir une appréhension plus large en fait des mobilités et notamment des mobilités horizontales. Le répertoire a également tenu compte de l'évolution, on va dire, de la société, déjà par la féminisation, on va dire, des noms. La plupart des intitulés étaient au masculin, donc tout ce qui était masculin, en même temps, ont un équivalent féminin, et puis réciproquement, c'est une évolution, je pense, de la société, et puis également prend en compte les évolutions liées au développement durable. Apparaissent également des métiers nouveaux, donc aujourd'hui, nous avons 233 métiers et 6 fonctions, dont 2 métiers nouveaux qui sont liés à la polyvalence. En fait, la polyvalence n'est pas nouvelle. Par contre, l'identification en fait, de cette polyvalence, non pas comme une somme d'expertise, mais comme une compétence en tant que telle, est intéressante. Et donc, on a 2 métiers qui sont des agents polyvalents d'intervention technique et de service à la personne. Cet outil, en fait, n'est qu'un outil, parce qu'il y a, pour que les collectivités en fait, puissent l'utiliser, il y a un vrai travail d'adaptation, d'appropriation, et ça a été souligné donc, dans les différentes interventions, échanges, et puis surtout dans le témoignage très riche qu'ont apporté donc, Dominique Baudrat et Tatiana Deret de la ville de Poitiers. Donc ils ont pu expliquer qu'en fait cette démarche qui a été conduite par la ville de Poitiers depuis le 2009 a permis à la fois donc, de faire un vrai travail de retoilettage l'ensemble des métiers de la ville, avec une meilleure lisibilité qui a apporté sur les métiers, le croisement avec les différents statuts A, B et C, et ça a permis donc d'avoir une gestion par métier plutôt que par grade uniquement. En faisant ce travail, en fait, ça a interrogé également l'évaluation, qui est de plus basée sur les compétences, en intégrant donc des critères d'avancement qui sont liés aux compétences et pas uniquement à l'ancienneté. Il y a également, des liens avec la rémunération, ce qui n'est pas neutre en termes de conséquences à gérer. Et puis également, cet outil permet de mieux identifier les métiers pour lesquels on peut développer de l'apprentissage, et également pour le recrutement des emplois d'avenir. Enfin, on a ouvert le débat sur quel lien avec la formation et alors on n'y a pas de lien automatique en fait entre le référentiel métier et les référentiels formation parce qu'en fait c'est pas forcément la même maille de travail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'identification, donc le répertoire des métiers permet de mieux identifier les compétences dont on a besoin, à la fois collectivement, c'est-à-dire les compétences qu'aurait besoin la collectivité et les compétences détenues par les agents pour pouvoir en fait bâtir des parcours de formation. Je fais une petite publicité pour le CNFPT, à la fois dans notre offre de formation qui est calée sur ce répertoire, mais aussi les formations qui sont en fait construites et à bâtir par la collectivité. Et notamment, on a parlé des immersions qui sont également une démarche d'accompagnement de formation importante sur laquelle on pourrait aussi travailler, en tout cas de manière partenariale entre le CNFPT et la collectivité. Merci beaucoup d'avoir fait cette restitution. S'interroger sur le fait de professionnaliser davantage les épreuves tant écrites qu'orales des concours. Et je pense que là, on L'atelier est compliqué aussi parce qu'il y avait une problématique qui avait été posée autour des enjeux en matière de recrutement, diversité, concurrence, entre l'accès
à la fonction publique par la voie traditionnelle qu'est le concours, puisque le statut le prévoit, et le constat qui avait été fait dans les conférences d'un nombre de contractuels de plus en plus important, et donc d'avoir cette dichotomie entre ces deux modes d'accès à la fonction publique territoriale. Alors, on a rappelé dans un premier temps la problématique, un principe d'accès à la fonction publique territoriale, c'est le concours. Et on a noté également qu'il y avait un gros absentéisme au niveau de l'organisation des concours. Le dernier concours d'attaché, c'était signalé par Mme Vidal. 6 000 inscrits, 2 000 absents, 30%, plus de 30%. On s'est posé la question aussi de la pertinence du troisième concours. On s'est aperçu que les reçus au troisième concours montraient beaucoup plus d'adaptabilité aux missions qui étaient proposées. On a fait un constat du pourquoi du recours au contrat. Souplesse par rapport à l'absence de visibilité des collectivités territoriales, par rapport aux contraintes financières, qui permet effectivement de ne pas s'engager forcément sur une durée. Souplesse par rapport à la réponse aux besoins de réactivité des collectivités face aux besoins naissants et nouveaux des usagers. On a aussi constaté qu'on avait l'apparition de métiers nouveaux, métiers spécifiques, qui avaient encore du mal à émerger au travers des concours, ce qui apportait encore un éclairage différent à la problématique du recrutement. Des problèmes de phénomènes d'attractivité des territoires. Certains sont plus attractifs que d'autres. Et donc, difficulté à trouver des gens qui sont dans la voie statutaire pour venir travailler dans ces territoires. On a noté un problème d'ouverture de postes, de déclaration de postes au concours de la part des collectivités. Parfois, n'ouvraient pas les postes qu'elles auraient pu ouvrir pour raison d'absence de visibilité ou de projection dans l'avenir en matière de GPEC. Difficulté des jeunes lauréats à trouver un premier poste. C'est revenu une fois ou deux des témoignages en disant on demande de l'expérience, et donc on n'est pas pris. Et donc reçu collé. Dès lors qu'on a le concours et qu'on est trop jeune, on est reçu collé. Et puis on a constaté aussi un recrutement massif, important de surdiplômés catégorie C. Bah oui, favoriser le recrutement sur une catégorie C sans concours permet d'intégrer des gens et des gens qui sont surdiplômés. Et donc une frustration, des gens qui ne sont pas en adéquation avec le poste. Et donc, ce n'est pas satisfaisant. Donc, les pistes de réflexion, ça a été quand même de dire il faut préserver la voie du concours comme voie prioritaire, mais néanmoins, la réflexion sur les autres dispositifs permettant l'intégration est restée quand même assez présente. Donc, préserver la voie du concours par la formation des agents, notamment avec un accompagnement dans la préparation des concours. Et on le voit à travers les résultats au concours des agents qui sont formés par les centres de gestion qui mettent en place ces formations de secrétaires de mairie et ouvriers polyvalents, puisque il y a plus de 67% de ces personnes formées qui ont obtenu un concours secrétaire de mairie. Donc ça montre que l'adaptation de la formation à la réalité du terrain donne des outils et permet la facilité de réussite au concours. L'accompagnement des lauréats au concours dans leur recherche d'emploi. C'est-à-dire que le centre de gestion de la Charente-Maritime a souligné qu'elle avait appelé tous les lauréats du concours d'attaché qui viennent d'être organisés. Pas un seul n'avait pris contact avec eux. Donc, accompagnement des lauréats pour effectivement les faciliter leur intégration dans les collectivités. L'amélioration de la GEPC dans les collectivités, à savoir essayer d'avoir une visibilité à plus long terme des postes susceptibles d'être ouverts avec les prochains départs à la retraite pour effectivement bâtir des plans d'ouverture de postes en adéquation avec les filières et les concours qui peuvent exister. Ça permet d'avoir une visibilité à long terme et d'ouvrir des postes et de préparer des concours. De renforcer encore davantage la professionnalisation des concours pour avoir des candidats opérationnels en savoir-être et en savoir-faire en réponse aux postes proposés, parce que là aussi, on a pu soulever le fait qu'il n'y avait pas forcément adéquation entre les lauréats et les postes proposés, parce qu'on a quand même assisté aujourd'hui dans nos collectivités à une professionnalisation des métiers et des missions. Renforcer la formation des agents dans les services de remplacement, qui permet de mieux les faire intégrer à la fonction publique territoriale, on l'a dit, à la réussite au concours, en connaissant bien les mécanismes de fonctionnement de ces collectivités. Même s'il apparaissait important à tous les participants à l'atelier de préserver et d'affirmer la voie principale d'accès par le concours en tant que garantie d'accès et d'égalité d'accès à la fonction publique. Néanmoins, le constat est qu'on a des besoins de réponse qui ne passent pas forcément par la voie du concours.
Alors, pour nous encadrer, pour nous accompagner plutôt dans cette démarche, dans cette réflexion, à ma gauche, Madame Christine Spica, qui est directrice générale du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Alors mon fil rouge, c'est ça. Le qui, on s'est concentré sur la mutualisation, je l'ai évoqué concernant le bloc local, communes et intercommunalités, dont les modalités finalement ont été reformulées par la loi du 16 décembre 2010. Maintenant d'ailleurs que le malentendu autour de la compatibilité entre mutualisation et droit européen de la concurrence a disparu. Donc la loi de décembre 2010 qui a ouvert de nouvelles perspectives à la mutualisation, notamment en instaurant la possibilité de créer des services communs, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le quoi ? Tenter de donner une définition à la mutualisation. Alors, des différents échanges, il y a plusieurs termes qui ressortent et qui reviennent régulièrement. Bien sûr, les notions de partage, bien sûr, les notions de coopération, de solidarité, et en même temps des idées ou des visions plus fortement connotées économie d'échelle, comptabilité, partage de ressources. Sur le quoi, il n'y a pas, on l'a bien vu, de secteur privilégiés ou à privilégier ou de services à privilégier en matière de mutualisation. Si les services fonctionnels, support type RH, finance, semblent pouvoir s'inscrire dans une démarche de mutualisation assez naturellement, assez aisément, ou en tout cas historiquement, et ça a été l'exemple de la communauté de communes de Bressuire, la mutualisation s'inscrit sur ces services-là en premier. Il n'est pas exclu aussi d'envisager la mutualisation dans des domaines qui, traditionnellement et encore aujourd'hui, sont considérés comme des compétences relevant du secteur communal par définition. Et c'est le cas du secteur scolaire, comme l'exemple de la communauté de communes des 4B nous l'a montré. Voilà pour le quoi. Quand on passe au où, les contours de la mutualisation peuvent être finalement assez différents. D'abord, on parle de mutualisation dans le cadre de transfert de compétences. Et là, toute mutualisation peut à la fois être descendante, c'est-à-dire de la communauté de communes ou communauté d'agglomération vers les communes, ou ascendante, c'est-à-dire l'inverse, des communes vers le PCI, même si cette situation, nous a rappelé le professeur Aubin, risque d'être fragilisée avec le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, qui potentiellement risque de la remettre en cause. Aujourd'hui, en tout cas, les deux formes de mutualisation existent et perdurent. Mais la mutualisation, elle peut également être en dehors de tout transfert de compétences, et c'est là notamment la notion de service commun, qui est finalement la mise en commun d'un service pour améliorer, accroître l'efficacité, la qualité des prestations qui sont proposées. Sur le quand, une démarche de mutualisation peut s'envisager à plusieurs stades de l'évolution intercommunale. Madame Vigeant nous rappelant d'ailleurs que l'intérêt était d'anticiper avant toute forme d'intercommunalité les études d'impact, notamment sur la convergence des différents dispositifs en matière de ressources humaines. Donc avant la création de l'intercommunalité, à la création de l'intercommunalité, lors de tout transfert de compétences, donc forcément de manière progressive, oserais-je dire expérimentale, itérative, selon les besoins des territoires. En tout état de cause, les opérations de fusion qui sont en cours sur nos territoires sont une formidable opportunité, en tout cas au-delà de l'obligation d'établir des schémas de mutualisation à partir de 2015 pour se lancer dans l'aventure. Le pourquoi fondamental, deux logiques, en tout cas j'ai pu identifier peut-être deux logiques distinctes mais qui méritent bien évidemment d'être complémentaires, deux logiques qui animent des démarches de mutualisation au sein du bloc local. La première logique, c'est une logique de moyens. L'enjeu, vous l'avez compris, réside dans la réalisation d'économies d'échelle, même si j'ai bien compris que rarement les échelles faisaient des économies, c'est bien ça, a priori. Et puis une logique de moyens qui renvoie aussi à l'instauration à partir de 2015 de ce fameux coefficient de mutualisation qui jouera peut-être pleinement son rôle de levier en faveur de la mutualisation. Mais il y a une deuxième logique, et là c'est une logique de projet, et là c'est l'entrée par le sens, l'entrée par les valeurs, la qualité et l'efficience du service public, du service rendu. C'est aussi une forme de réponse aux attentes des fonctionnaires qui sont en quête de sens, ça a été évoqué. Sur le comment,
L'impulsion politique, c'est un point. Il y a aussi la définition d'un périmètre, avec quels moyens, avec quelle enveloppe, quelle est la ligne de partage entre les communes et le PCI au sein d'une même compétence. C'est aussi le choix d'un cadre juridique adapté. On a beaucoup parlé de mise à disposition de personnel, mais aussi la mise à disposition de services et puis la création de services communs. Depuis 2010, en tout cas, l'arsenal juridique est en place pour faciliter l'application de toute démarche de mutualisation. Autre point à rappeler, c'est peut-être un paradoxe, mais c'est une réalité. Mutualisation, ça veut dire aussi parfois, en tout cas les deux illustrations qui nous ont été proposées en sont le témoin, le renforcement de la commune. Il n'y a pas la communauté de communes en haut et la commune en bas, il y a plutôt une vision transversale qui s'appuie sur l'ensemble des ressources des territoires, en particulier celles des secrétaires de mairie, à construire et à mettre en place. Alors, pour ne pas conclure, parce qu'on n'en est pas à la conclusion en termes de mutualisation, loin de là, je dirais qu'il n'y a pas une mutualisation, mais bien des mutualisations. On est vraiment dans une démarche qui n'est pas une démarche de prêt-à-porter, qui n'est pas duplicable à souhait. On est, mesdames et messieurs les élus, dans une démarche qui relève plutôt de la haute couture. En tout cas, il s'agit bien évidemment de placer l'humain au cœur de cette réflexion, pour définir des règles du jeu communes et transparentes, sachant que les deux maîtres mots de la mutualisation en 2013, sinon en 2014, c'est rassurer et respecter. Voilà. La mutualisation n'est pas une fin en soi, on ne mutualise pas pour mutualiser, mais c'est bien un moyen d'optimiser l'organisation sur un même territoire. Et c'est en tout cas un vaste chantier qui est encore en devenir et qui va s'inscrire dans le temps et dans la durée. Alors juste, puisque je vais conclure bien évidemment, je vais emprunter les propos de monsieur Bernier. La mutualisation fait appel à notre intelligence collective, à notre bon sens terrien. Et l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Et l'intelligence, elle est plus dans les territoires que dans la loi. Merci à vous et merci aux intervenants. Après avoir écouté nos reporters, nous pouvons mesurer les défis qui doivent être relevés dans les mois et les années à venir par les élus et leurs équipes. Premier défi, assurer en région Poitou-Charentes en quelques années le remplacement de nombreux fonctionnaires territoriaux admis à la retraite. Second défi, assurer pour notre partenaire, le CNFPT, la formation de l'ensemble des nouveaux collaborateurs territoriaux, tout en favorisant les parcours professionnels et la formation tout au long de la carrière. Troisième défi, prendre en compte l'environnement financier toujours plus contraint de nos collectivités, et ce n'est pas une mince affaire. Et enfin, quatrième défi, mettre en place dans les meilleures conditions les nouvelles intercommunalités à partir de janvier prochain, et cela à la veille du grand rendez-vous de mars 2014. Cela étant, je suis confiant dans la capacité des femmes et des hommes qui servent les collectivités à pouvoir s'adapter à ces changements. Ils sauront nous aider à relever les défis évoqués à l'instant. Encore merci à tous de votre participation, avec une mention toute particulière pour les directeurs du CNFPT, des centres de gestion, leurs équipes. Ils ont fait de ce grand rendez-vous, devenu désormais incontournable, une réussite indéniable. Je vous remercie enfin de votre attention et je cède la parole à mon ami et collègue Jean-Paul Kerjean, président du Centre de gestion de la Charente. Je crois qu'il a un message à vous adresser. Merci de votre attention. J'étais venu dans l'atelier 3 en me mettant en haut pour faire une petite sieste en vous attendant pour la conclusion. Sauf que j'ai été pris par le discours que j'ai entendu et j'ai fortement apprécié, d'autant plus que moi, je n'y crois absolument pas à la mutualisation. Vous allez être surpris, je dis toujours ce que je pense. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est mon dernier mandat, je pars. Alors, ce que je veux dire finalement, c'est que j'ai bien écouté, et je regretterais un peu, comme l'a dit gentiment Monsieur le Président de la réunion de cette assemblée, il n'y a pas eu de débat. Et moi, je pense qu'un de ces jours, on va voir arriver le personnel avec des bonnets rouges. Parce qu'on était tous venus pour causer ensemble, comme on dit chez moi en Charente, et finalement, on a eu de la technique, on a eu des précisions sur ce qui nous intéresse, mais j'aurais bien aimé avoir quelques grincheux dans la salle pour nous bousculer un peu, nous les élus. Pour maintenir la qualité des services rendus à la population,
il est primordial que les employeurs territoriaux disposent de personnel qualifié, capable de s'adapter aux mutations des métiers qu'ils exercent, mais aussi à celles des structures qui les emploient. Ça, je pense que ça doit être notre manière de vivre et notre orientation dans tout ce que l'on réalise. Mais je crois que nous sommes tous des maires et des élus responsables, et on sait exactement ce qu'il nous a fallu comme personnel que nous avons sans doute justement sélectionné. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose que mon successeur, que nous nous retrouvions au printemps 2016 en Charente, où serait organisée la prochaine conférence régionale pour l'emploi et la formation, afin de faire le bilan et de confirmer, d'une part, l'évolution des métiers territoriaux, puisque seront alors connus les résultats de la prochaine enquête des métiers, et d'autre part, les conséquences de l'évolution de l'intercommunalité sur les services qui seront confrontés à des départs en retraite massifs, on ne parle pas du mien, et à un accroissement des contraintes financières qui pèseront sur nous. Et puis j'ai une dernière précision, c'est un peu un message que je donnerai à M. Vitré. Il a longtemps cru que Pougny-les-Rissons était le centre du monde, mais je crois bien que Bressuire n'est pas loin derrière, parce qu'on s'est perdu au moins 3 fois en tournant autour. Une petite pensée pour Martial de Villelum, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Vous le connaissez, président du Centre de gestion de Charente-Maritime. Il n'est pas là pour des raisons de santé. On espère le retrouver très prochainement parmi nous, bien sûr. Et puis, je voudrais aussi remercier Philippe Mathis, très directement, et ses collaborateurs, Ludovic en tête, puisque vous avez vu que l'organisation était parfaite. Et rendez-vous donc à cette 4e CREF. Merci. Voilà. Merci.